Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les mardis. On va faire, Eric, d'abord un bilan boursier des stars de la tech israélienne avec une année boursière 2022 plus que compliquée. Alors vous êtes plus spécialisé sur le foot, mais vous suivez quand même un peu les marchés financiers, les techs, et vous savez que depuis le début de l'année, c'est plus que compliqué puisque le Nasdaq a notamment perdu plus de 25% depuis le début de l'année. Et donc, toutes les sociétés israéliennes cotées sur la bourse américaine ont eu de grandes difficultés. Prenons par exemple SentinelOne. Vous savez, c'est la star internationale et la star incontestable de la cybersécurité. Introduit mi-2021 sur une valorisation de 8 milliards de dollars, la société ne vaut plus que 4 milliards de dollars. Une division par deux due, bien évidemment, à la baisse du Nasdaq, mais aussi à ce que la société est encore en perte. Jugez plutôt, premier semestre, chiffre d'affaires en progression de 117%, 180 millions de dollars. Vous allez me dire, waouh, c'est génial. Sauf qu'il y a une perte également de 180 millions de dollars. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires est égal aux pertes. C'est-à-dire que la société. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Passons maintenant à Wix, dont je vous ai souvent parlé. Vous savez, c'est la plateforme de création de sites web la plus connue au monde, très innovante. Là aussi, chute de 43% depuis le début de l'année. Valorisation revenue à 5 milliards de dollars. C'est lié là aussi à des doutes sur l'avenir de la société ou c'est le contexte général de baisse Si vous voulez, la grande problématique, c'est que quand les marchés commencent à baisser, qu'est-ce qu'on vend ? D'abord, on vend les sociétés les moins rentables. Puis après, on vend les sociétés les plus rentables. C'est-à-dire que, par exemple, depuis le début de l'année sur le Nasdaq, Apple a peu baissé parce que Apple reste une société d'hypercroissance. On sait très bien qu'on aura toujours besoin de l'iPhone, que ce soit le 14, le 15, le 16. Il n'y a pas de problématique. Par contre, quand vous avez une société qui a un business model qui est un peu instable, c'est-à-dire qu'il y a du chiffre d'affaires, mais ça reste en perte, les investisseurs se posent pas de questions et vendent la société. À l'inverse, quand vous êtes dans des marchés en forte croissance, quand la santé de l'économie est florissante, on achète un peu n'importe quoi en se disant qu'on peut pas passer à côté des belles opportunités. Et c'est pour ça qu'aussi en ce moment, dans les levées de fonds, dans la tech israélienne, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on cherche des pépites, on cherche les sociétés qui sont rentables. Et il y en a peu. Qui le seront très très vite. Sinon, si vous n'êtes pas rentable très vite ou si vous continuez à afficher des pertes, il y a des pannes de financement et c'est pour ça que parfois dans la tech et là au niveau mondial, il y a un carnage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faillites dans la tech parce que dès qu'une société a du mal à gagner de l'argent, il y a 2 ans... Très vite, c'est quoi pour un investisseur ? 1 an, 6 mois, 2 ans ? Entre 2 ans et 3 ans maintenant, si vous êtes une société et que vous n'arrivez pas à montrer que votre business model est solide, il y a des gros risques de liquidation de la société. Avant la crise du Covid, c'était beaucoup plus facile. Finalement, l'économie était florissante. Donc finalement, vous aviez un business model. Il y avait même des gens à cette époque qui avaient réussi à lever de l'argent sur une page blanche. C'est-à-dire que vous arriviez, Steve, avec une idée, vous alliez vers des investisseurs en disant, voilà, j'ai envie de disrupter tel ou tel secteur. Ouais. On vous donnait de l'argent. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, on veut vraiment des business models où on gagne de l'argent. Et c'est pour ça que c'est compliqué et pour les startups en Israël et pour les grosses boîtes israéliennes cotées sur le Nasdaq, parce que même si elles sont sur des technologies dites disruptives, c'est-à-dire qu'elles changent en profondeur l'économie, elles ont du mal quand même à avoir une certaine rentabilité. Est-ce que du coup, ces jeunes pousses, et notamment Israël, ont intérêt à aller sur le Nasdaq pendant cette période très troublée ? La problématique d'aller sur le Nasdaq, c'est qu'en ce moment, les introductions en bourse se raréfient comme peau de chagrin, si on peut dire, parce que quand les marchés ne sont pas bons, c'est très difficile. Si vous voulez, quand vous décidez de vous introduire en bourse, vous avez besoin de lever des fonds préalablement à cette introduction en bourse. La problématique, c'est que c'est un peu gelé en ce moment. Les fonds n'ont pas envie de vous donner de l'argent parce qu'ils font souvent, ils ont des retraits. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez un fonds de 100 millions de dollars, Steve, et puis vous avez un investisseur qui dit, écoute, rends-moi 20 millions parce que j'en ai besoin. Donc il vous reste plus que 80 millions. Donc si ces 80 millions sont investis, c'est très compliqué d'investir dans d'autres sociétés. C'est pour ça que c'est un petit peu gelé en ce moment. Et c'est pour ça qu'on entend moins parler des introductions en bourse. Alors vous voulez nous dire encore un mot sur Wix et le licenciement de certains de ses salariés ? Oui, licenciement de 150 salariés à travers le monde, plan d'économie de 150 millions de dollars. Maintenant, toutes les boîtes sont logées à la même enseigne. Il faut à tout prix diminuer les coûts face à une conjoncture des plus compliquées. Grosse purge également pour Monday.com, une société dont vous nous avez souvent parlé à cette antenne. Oui, écoutez, créée il y a 10 ans, même pratiquement 11 ans du côté de Tel Aviv, application web et mobile de gestion de projet qui s'adapte à un large éventail d'activités commerciales. L'action vient de perdre 65% depuis le début de l'année, valorisation 4,8 milliards. Cela reste encore très très cher dans la mesure où cette année, la société va réaliser seulement 500 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'elle vaut encore quasiment 10 fois son chiffre d'affaires et puis elle va perdre 1,50$ par action. Donc c'est une société là aussi qui n'est pas rentable et donc les investisseurs, ce que je disais, sont de plus en plus sourcilleux à investir dans ce genre de société, même si les business models seront très rentables à terme. Mais en ce moment, c'est vraiment compliqué. En attendant, pour Monday.com, comment on résorbe la crise ? Comment on essaie de survivre à cette vague ? On licencie, On licencie, on essaye d'innover. Ce qu'il faut à tout prix ne pas faire, c'est couper les dépenses de recherche et développement. C'est-à-dire que grosso modo, toutes ces entreprises qu'elles font, elles vont licencier ce que j'ai envie de dire des fonctions subalternes.
des fonctions commerciales, des fonctions marketing. Il faut jamais toucher à l'innovation parce que vous êtes dans des secteurs quand même qui sont ultra concurrentiels. Donc si vous licenciez vos forces commerciales et vos forces marketing en partie, il n'y a pas de dégâts. Par contre, si vous arrêtez d'innover, si vous arrêtez de dépenser en ce qu'on appelle la recherche et développement, la R&D, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que ces sociétés n'ont pas du tout intérêt à aller dans ce sens-là. Elles sont plutôt réduction des fonctions commerciales, réduction des fonctions marketing. Parfois, quand elles ont 15-20 bureaux à l'étranger, on passe de 20 à 10 bureaux et puis on essaye de développer le business. Mais très souvent, il faut réduire la voilure parce que comme souvent ce sont des sociétés qui ont levé beaucoup d'argent, elles ont dépensé, elles ont moins d'argent et puis elles se rendent compte qu'elles ont vu trop gros, qu'elles ont eu les yeux plus gros que le ventre. On s'attend à une crise longue. La crise, elle est déjà là. En réalité, quand vous voyez le Nasdaq... Est-ce qu'elle va durer ? Alors, est-ce qu'elle va durer ? J'ai pas de boule de cristal. A priori, ce qui semble depuis 2-3 mois, c'est que les marchés actions ne baissent plus, ont même tendance à remonter. Sauf sur le Nasdaq, où comme on a eu des valorisations stratosphériques, avec notamment le Covid-19, qui a favorisé certains acteurs numériques. Avec notamment le Covid-19, j'ai tendance à dire que seuls les bons acteurs vont s'en sortir. D'ailleurs, quand vous regardez dans la tech américaine, alors on n'est pas sur Israël, mais on est sur la tech dans son ensemble, vous avez des sociétés qui s'en sortent bien. Du côté d'Apple, notamment, ça va très bien. Par contre, il y a des sociétés qui souffrent beaucoup. Meta, l'ex-Facebook, parce qu'il y a des problématiques de publicité, ça doit faire moins 60, moins 70% depuis le début de l'année. Netflix, parce qu'il y a une concurrence effrénée dans le streaming, à tel point que Netflix va maintenant mettre de la publicité dans ses émissions. Pour baisser le coût de l'abonnement. Ça, c'est des sociétés qui ont perdu entre 60 et 70%, mais il y a des sociétés qui arrivent quand même à s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut un très bon business model. Amazon s'en sort, parce que même s'ils ne gagnent pas grand-chose dans le e-commerce, ils gagnent beaucoup dans le cloud, qui est l'informatique dans les nuages. Donc ça dépend des acteurs. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les acteurs un peu mineurs dans la tech, c'est-à-dire qu'il y a des business models peut-être intéressants, mais on ne gagne pas d'argent, ça risque d'être compliqué même dans les 5 prochaines années. Eric, on va terminer, si vous le permettez, avec une bonne nouvelle. Tel Aviv n'est plus la ville la plus chère du monde. Ouais, alors c'est étrange de dire ça parce qu'une bonne nouvelle, on se dit c'est plutôt un affirmatif quand on parle de bonne nouvelle. Oui, alors il y a eu un classement qui est vachement sérieux, je tiens à le dire, c'est le classement de The Economist, qui est l'hebdomadaire de référence de la finance anglo-saxonne. Elle a perdu son titre de ville la plus chère du monde. Elle est maintenant dépassée par New York, puis Singapour. Elle est donc en 3e position. C'est un classement sur 172 villes à travers le monde, donc très sérieux. La cherté de New York, c'est dû à l'inflation et dû au très fort affermissement du dollar. Paris passe de la 5e à la 9e place. La ville la plus chère d'Europe, c'est Zurich, 5e. Enfin, si vous avez envie d'aller dans des villes pas chères pour passer vos petites vacances. Après la Coupe du Monde de football, il y a 2 villes qui sont les moins chères au monde. Je ne sais pas si vous avez envie d'y aller. Damas, en Syrie. Et quelle est la ville qui ferme la marche ? Moi, j'étais sûr que ce serait Téhéran. Non, c'est Tripoli, en Libye, mais enfin bon, je pense pas que ni vous ni moi n'allons aller un jour, à moins qu'il y ait des accords d'Abraham avec ces pays aussi, mais ça on en reparlera. Je suis pas sûr qu'on aille dans ces 2 pays, mon cher Steve. Tel Aviv, c'est à peu près 19-20 000 euros du mètre carré à peu près ? C'est à peu près 19 ou 20 000 du mètre carré, mais New York, je veux pas faire rêver, mais sur Park Avenue et sur Central Park, ça peut être entre 45 000 et 50 000 euros du mètre. Ah oui. Quant à Singapour, c'est entre 30 et 35 000 euros. Alors, il n'y a pas simplement l'immobilier. Quand il dit ça, c'est tout. C'est pas simplement l'immobilier, c'est le coût de la vie, c'est les transports, c'est les infrastructures, c'est la nourriture. Et c'est pour ça que New York, où vous avez des taxes en permanence sur tout ce qui est possible et inimaginable, a raflé le titre de la ville la plus chère du monde. Et ça pourrait continuer, cette baisse concernant Tel Aviv pourrait se maintenir ? Tout dépend des prix de l'immobilier, tout dépend si l'immobilier se met à baisser, tout dépend si les prix alimentaires se mettent enfin à baisser, mais ça m'étonnerait quand même que l'an prochain, on peut se retrouver que Tel Aviv ne soit pas parmi les 5 villes les plus chères du monde. Merci beaucoup, Eric Lévy, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'Israël Business est à réécouter en podcast sur radioj.fr. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Steve. Bonne semaine. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Bonjour Chaimi Sembaum. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Histoire du peuple juif. Nous sommes toujours dans le livre de Josué, Yehoshua, et vous nous éclairez, si j'ose dire, cette semaine sur cet épisode où Yehoshua prie Dieu pour qu'il vienne en aide aux enfants d'Israël dans la bataille en arrêtant le soleil. Eh oui, il s'agit de la bataille de Gibéon, Gabaon en français. Eh bien, bataille étonnante en effet. Oui, on s'en souvient, on en parlait la semaine dernière. Les habitants de Gibéon sont venus faire soumission. Ils ont